Bonjour à celles et ceux qui sont intéressés par le tarot, les arts divinatoires, la magie, la sorcellerie. Je suis sorcière Aglaya et je suis avec vous pour vous montrer ma petite collection des tarots et vous expliquer un petit peu la différence, pourquoi j'utilise plusieurs tarots et quels sont-ils. Euh, à la base, je voulais faire cette vidéo pour ma copine, mon amie de jeunesse et puis mon amie pour toujours, mon âme sœur euh, qui se nomme la passeuse d'âme sur Instagram, Lorraine. Et donc, je voulais faire Enfin, elle m'a demandé de lui montrer mes tarots. Et l'idée de faire une vidéo m'est venue. Donc on va pas faire une grande explication où je vais pas vous montrer chaque tarot en détail. Ce n'est pas le but de la vidéo. Le but c'est de montrer ma collection. Là, ce que vous voyez ici, ce sont 4 tarots que j'utilise de manière universelle, pour n'importe quel sujet, n'importe quelle demande et domaine de la vie, d'où le nom universel. Euh, et par la suite, je vais vous montrer les autres tarots que j'utilise pour des questions ou sujets ou problématiques plus spécifiques. Euh, donc on va commencer par le tarot que j'utilise quotidiennement pour toutes mes consultations. Euh, Vraiment, pour tout, c'est le tarot de Rider-Waite. Donc, je vous ai préparé juste, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer les arcanes majeurs rapidement. C'est un tarot qui a été pensé, conçu par l'occultiste Arthur Waite. Les arcanes sont dans le désordre et dessiné par Pamela Smith. Voilà, je vais vous faire rapidement. C'est le tarot qui a été conçu dans les années 1920-1930 et dont la différence principale avec le tarot de Marseille consiste dans le fait que toutes les arcanes mineures sont dessinées. C'est-à-dire que c'est pas que la symbolique des bâtons, des coupes, des épées et des pentacles. C'est aussi un dessin, ce qui est très bien pour les débutants. Voilà, 3D d'épée et comme ça. Excusez-moi pour la lumière, je vais l'activer pour que vous voyez mieux. Et me voilà de retour. Je me suis trompée tout à l'heure. Ce jeu en fait de Rider-Waite, surnommé Rider-Waite, a été créé en 1909 en fait, et c'était le premier jeu où toutes les arcanes ont un dessin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et elle a vite pris beaucoup de popularité en fait en Angleterre surtout. Donc c'est l'école anglo-saxonne du tarot. Et elle a pris de l'ampleur en fait dans le monde entier, tandis que le fameux tarot de Marseille que tout le monde connaît n'a aucune en fait. Moi j'ai Grimaud
1980, c'est ça. Donc l'édition de 1980 de Grimaud. Tandis que le tarot de Marseille, à part les arcanes majeures et les figures de la cour, enfin, les personnages de la cour, n'ont pas de dessin. Donc la difficulté, c'est d'apprendre les significations par cœur. Moi, je l'utilise principalement pour les questions de santé, curieusement, ce tarot, mais je ne l'utilise pas souvent. Cette école franco-italienne, en fait, est très très ancienne. Notamment en France, c'est Etela, donc c'est un occultiste qui a créé son jeu de tarot en 1783, qui a beaucoup influencé toutes les écoles qui sont apparues après lui. Là, c'est l'ami de notre Arthur Waite qui a créé son propre système qui s'appelle Aleister Crowley et qui a créé donc toute une école de tarot qui s'appelle l'école de Crowley. Donc là, c'est par exemple les amoureux. Donc c'est une école qui va être légèrement différente de Rider-Waite. Donc là, je vous montre juste, vous pouvez voir ici, ça c'est le diable. Vous pouvez voir ici les numéros, donc le mât. C'est une collaboration avec une artiste, Frida Harris, qui a permis éclore tout un système occulte, esthétique et ésotérique, en fait, voir le jour. C'est extrêmement esthétique, c'est extrêmement subtil. C'est un jeu qui est influencé énormément par la Kabbale. Ici, on va voir les lettres hébraïques de l'arbre de Séphiroth. Et là, on voit les zodiaques, donc les signes et les planètes qui vont influencer chaque lame de ce jeu. Il faut savoir qu'il faut connaître un petit peu quand même le système, la vision du monde, la vision occulte de ce personnage énigmatique qui était Aleister Crowley, pour comprendre en fait, vous voyez, l'impératrice magnifique, pour comprendre, pour en fait se connecter et avoir des visions et des flashs nécessaires au moment du tirage. Donc voilà, c'est très très coloré et il y a une croix, donc c'était la croix, c'est l'ordre hermétique, c'était un ordre de l'aube dorée, il me semble que c'est comme ça que ça se traduit en français. Et ça, c'est les arcanes mineurs. Donc, Arthur Waite et Aleister Crowley, ils étaient tous les deux dans cet ordre, à un moment donné, dans cet ordre occulte. C'est le même système, le même principe que les maçons. C'est un cercle des occultistes, des hommes qui étudient l'ésotérisme. Voilà, ça c'est par exemple le valet d'épée. Et donc sur les arcanes mineurs, on n'a pas, c'est très schématique. Il y a tout le temps le zodiaque, l'astrologie qui intervient. Il y a toute une fusion de symboles, de couleurs, et tout a un sens en fait pour interpréter c'est pas un jeu qui, vous voyez, donc les choses de la Kabbale, ça c'est la 10 de Pentacle,
la richesse. Ça, c'est le luxe. 4 des coupes. Il y a certaines significations qui vont pas du tout aller avec la signification classique du Marseille ou même de Rider-Waite. En fait, il a vraiment créé son propre système. Là, on voit le cancer, le signe du zodiaque de cancer. Voilà, donc je vous ferai, si vous voulez, une analyse plus détaillée, mais on ne peut pas s'arrêter sur chaque jeu éternellement. Et ça, ce jeu-là, je ne l'utilise pas très souvent, mais il est très universel, très parlant. Il ressemble plus à un oracle qu'un tarot, mais c'est un tarot. C'est un tarot qui est basé sur le même système que Rider-Waite. C'est Pietro Allego et Antonella Platano, donc des Italiens qui l'ont dessiné. C'est l'impératrice. Je vous laisse juste voir les images. Les images avec... parce que moi, j'ai les significations en russe ici, les noms des cartes, les noms des lames. Normalement, il faut dire lame hein, pour le tarot, mais moi, je dis souvent carte. C'est plus simple. Donc ça, c'est l'arcane 6 des amoureux, par exemple. Là, on voit bien la tentation de connaître son avenir. Donc la lune, carrément une femme enceinte. Donc je vous ferai l'intervention du chat, bien évidemment. C'est dans le meilleur des traditions. Là, on a le monde, l'arcane 21. Voilà, comment c'est réaliste. Et regardez le pendu. C'est très très parlant de cet état de passivité en fait. Et voilà, ça c'est la plus crainte de tous les tarologues. Et donc on a comme c'est le système Rider-Waite, on a les dessins sur toutes les arcanes mineures. Donc 7 de coupe. C'est le tarot des 78 portes. Et tout ce tarot-là est basé sur ça, c'est le roi des coupes. Ça fait un peu dessin animé, en fait, Disney. Tout ce système est basé sur... en fait, il y a les portes et les clés. Et c'est pas toujours évident de trouver la clé dans notre vie, le 2 de pentacle. C'est pas toujours évident de trouver la clé à la bonne porte, la bonne clé pour la bonne porte, etc. Et ce tarot nous aide en fait à trouver, bon, comme n'importe quel tarot d'ailleurs, hein, à trouver des solutions à nos problèmes et soucis du quotidien. Je trouve qu'il se prête très très... Ça c'est la 5 des coupes par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tarot? C'est dommage, mais je ne l'utilise pas beaucoup, curieusement. Par contre, il est vachement bavard. Par exemple, là, on voit les clés. C'est une des rares cartes où on voit les clés. Bon, on va passer maintenant à un nouveau type de tarot que je vais vous expliquer, que je vais vous montrer. C'est le tarot des, comme je surnomme, les tarots sacrés. Et voilà mes tarots sacrés, le dos des tarots qui parlent de la magie, de la sorcellerie, des divinités, des déités, comme
comme on peut dire, voilà. Donc ça, c'est le premier tarot que j'utilise, pas beaucoup d'ailleurs, mais je l'ai peut-être utilisé très peu de fois pour connaître des divinités avec lesquelles j'aimerais travailler. C'est le tarot du féminin sacré de Floriana Nativo et l'illustrateur Franco Rivoli. Tradition Rider-Waite et le personnage principal de ce jeu est la déesse sous ses différentes facettes. C'est Ishtar, Inanna, Isis, Déméter. Donc dans les traditions différentes, c'est tous les visages de la déesse ancienne qui, dans plusieurs cultures, du coup, prend les noms différents. Voilà, ça c'est toujours le rappel à l'astrologie, le mât. J'ai l'impression que la lumière, juste un petit instant, est un petit peu forte. Du coup, ça crée des reflets. Voilà. Un petit peu mieux. Si ça vous intéresse, je peux vous faire vraiment le diable. Quelque chose de détaillé dessus. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est le fait qu'il y a un cadre. J'aime bien les tarots avec le cadre parce que ça me permet d'entrer en connexion avec les images par un portail défini. Vous allez voir, c'est pas toujours le cas. Ça, c'est les arcanes mineurs. 5 d'épée, par exemple. Vous voyez, c'est du coup, vous allez voir, il y a plein de sujets mythologiques. Enfin, pour moi, c'est plutôt théologique. Mais pour les personnes cartésiennes, on dit mythologique parce que c'est considéré comme des mythes et légendes très connus. Donc voilà l'esthétique de ce jeu qui célèbre le féminin, qui célèbre les déesses, qui célèbre le paganisme, qui célèbre l'histoire des civilisations. Donc aussi les différentes cultures, parce que là on a les cultures égyptiennes, on a donc le Moyen-Orient, on a la Grèce antique et la Rome antique, on a la Mésopotamie et l'Égypte. Et puis on a aussi les Celtes. Donc les épées, par exemple, vont représenter une telle civilisation, les bâtons, une telle civilisation. Et là, on va voir ça c'est les pentacles, par exemple. Et on va voir, par exemple, le Moyen-Orient et l'Égypte, c'est les bâtons, c'est le feu. Donc, cette civilisation-là, ça va être divisé comme ça. Je ne vais pas m'arrêter, c'est déjà très très long. Je ne vais pas m'arrêter énormément de temps. Juste un petit mot sur le dos des jeux. Le dos des jeux, quand c'est présenté comme ça, c'est prédisposé à être tiré dans les deux sens. Comme ça aussi, vous voyez. Donc ça, on peut les tirer droit ou renversés, ceux qui travaillent avec les lames renversées. Moi, je travaille avec les renversées. Ça, c'est bien évidemment droite et renversée. Là, c'est le tarot de la triple déesse. On est de nouveau dans le principe du féminisme, entre guillemets.
le principe Wiccan, et le central, là on n'a pas les cadres, donc vous voyez c'est déjà pas la même chose. Là on a le principe, donc c'est une religion, on peut dire les Wiccans, où le féminin est célébré aussi bien que le masculin. Donc la déesse créatrice est célébrée au même titre que le dieu créateur. On n'est pas là dans les religions monothéistiques avec Dieu et les prêtres hommes et la domination du mal en fait dans la culture. On est vraiment dans le paganisme avec la célébration du féminin et de l'énergie créatrice qui est l'énergie yin. Et on a ici, curieusement, je ne sais pas si on va le voir, on a deux mâts. On a le mât homme et le mât femme. Voilà l'esthétique de ce jeu. Je ne sais pas si on va le voir ici. La mort. Ah voilà, le mât... Je crois que... Ah voilà, le mât femme et homme. Ça, c'est vraiment le principe de la Wicca. C'est de ne pas diviser le monde, mais plutôt célébrer les deux énergies ensemble. Et les arcanes mineures, qui sont la pareil, tradition Rider-Waite, qui sont toutes dessinées avec les histoires, les légendes et les personnages très... disons très marquants. Donc il y a les histoires, les émotions, tout ce que vous voulez ici. Donc si vous voulez, comme je disais, vous laissez dans les commentaires le jeu que vous voulez que je vous fasse en détail. Ça c'est le tarot de la triple déesse. Et ensuite on va passer aux deux volumes du tarot du livre des ombres de Barbara Moore. C'est la tradition païenne, pareil. Donc, de toute façon, tout ce qui est sorcellerie et magie, on peut dire que c'est... c'est difficilement, ça peut être autre que païen, parce que c'est l'essence même de la magie. C'est... la vénération de la nature. Donc tous ces tarots-là parlent de ça, parlent à notre spiritualité la plus ancrée, la plus ancienne, la plus céleste. Ça parle des cycles, des saisons, des éléments, des planètes dans ce tarot. Donc ça c'est le premier volume parce que Barbara Moore a créé deux jeux qui vaut mieux avoir ensemble. Mais vous pouvez aussi les avoir séparément. Ça c'est... voilà, ça c'est les arcanes majeures là. C'est aussi des sujets donc de le diable. C'est les sujets de... comment ça s'appelle? C'est des sujets très... très païens, très spirituels. Disons des forces divines en fait qui sont représentées, les énergies très spirituelles. Ça c'est le soleil. Ça c'est l'arcane 9. L'ermite. Donc si vous voulez que je vous fasse un retour détaillé sur ce jeu, avec plaisir, parce que il est un peu différent des autres dans le sens où
Il va pas dire, enfin, ça va être les éléments qui vont indiquer les bâtons, les épées, les coupes et les pentacles. Là, par exemple, c'est la terre. La terre, là c'est le feu, donc ça va être les bâtons, là c'est des bâtons. Et c'est tout un système aussi, donc qui est un peu différent de ce qu'on connaît de manière classique. Là c'est l'élémental eau, par exemple, l'élément eau, ça c'est la mer du feu. C'est très joliment dessiné. Ça va être ça va être le valet des bâtons. Là, c'est la princesse du feu, la fille du feu, etc., etc. Donc là, on a on a les clés, surtout quand on fait, quand on connaît la magie verte, la magie Wiccan, quand on a un quelconque rapport à la sorcellerie, aux druides, au paganisme, à toutes ces choses-là. On va avoir un attrait particulier pour ce jeu, puisque ça nous parle quand même beaucoup de la magie et des grands courants du paganisme, de vraiment ce principe-là. Et le volume 2, pareil, de Barbara Moore. Là, ça va nous dessiner, ça va nous illustrer la vie de tous les jours. C'est vraiment, en fait, si dans le premier volume on voyait la vie au ciel, là on voit la vie sur terre, donc la vie de nous, simples mortels. Et Lorraine a ce jeu aussi. Et on a donc la vie de tous les jours d'une femme en fait qui veut s'éveiller spirituellement. Là c'est le diable par exemple. Le diable de tous les jours, par exemple, ça va être notre attrait à la nourriture, notre attraction pour la nourriture fast-food ou trop sucrée. Mais c'est une femme qui veut s'éveiller spirituellement et du coup, elle a une vie, comme nous toutes, une vie terrestre. Mais elle a aussi quelques notions de spiritualité, donc elle va essayer de rentrer en connexion avec le divin, la lune. Et ce jeu est très... ça commence à tomber. Ce jeu est très parlant en fait pour tout ce qui est sujet du quotidien, mais je l'ai quand même classé comme le tarot sacré parce que on a beaucoup de petits symboles qui nous rappellent qu'on n'est pas tout seul sur Terre en fait, qu'on est entouré du monde invisible. Là par exemple, il est aidé par les petits elfes, le petit monde. On est entouré et en permanence par les forces invisibles. Donc c'est un tarot qui est quand même qui a un rapport au sacré et qui a beaucoup d'esprit et d'elfes et quand même la présence du divin et aussi des ténèbres qui nous entourent. Mais il est très proche de nous, très sympathique, je dirais. Et ce tarot, ce jeu, se prête très bien pour quelqu'un qui veut pas dramatiser ou voir des choses un peu trop dark ou trop sérieuses en fait, trop sèches ou trop crues sur les images. Et voilà pour mes tarots sacrés.
Mes tarots que j'ai surnommés les dark tarots, c'est des tarots déjà qui vont traiter donc des sujets, enfin qui vont avoir une thématique dark, qui vont me servir pour déceler chez les gens des influences négatives, euh, des charges négatives, de la magie noire, c'est-à-dire que si une personne vient vers moi pour savoir ce qui lui arrive, je vais utiliser notamment ces tarots euh, qui vont m'éclairer voilà, sur ce qui s'est passé, si oui ou non il y a une influence ou une charge négative sur la personne, etc. Sachant que les tarots universels peuvent aussi m'aider, bien évidemment. Mais ces tarots-là vont en venir en précision dans le diagnostic. Ils vont aussi m'indiquer souvent la méthode, le remède pour nettoyer, purifier la personne de cette charge négative. J'utilise deux tarots enfin, avec la thématique dark. Le premier qui est très connu à l'Occident, qui est le tarot du grimoire noir, Necronomicon. Necronomicon, donc ça va nous... ah, c'est le pendu qui sort, direct, qui va nous faire entrer dans cet univers dark, fantastique, basé sur les œuvres d'un écrivain américain, l'arcane 10. Là, je vais vous montrer les arcanes majeures. L'écrivain d'horreur américain qui s'appelle Lovecraft. Et Necronomicon, c'est notamment le livre des morts. C'est un grimoire fictif. Un grimoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le livre où les sorciers, les magiciens vont écrire tous leurs rituels, leurs observations, les rituels, les incantations, les secrets. Mais Necronomicon, c'est un grimoire fictif qui est cité dans les œuvres de Lovecraft. Ça, c'est donc le personnage principal de la nouvelle, du roman en fait en question. Toute cette saga a été créée dans les années 1920-1930. Donc c'est tout un univers où nous avons plein de morts, plein de personnages inventés, imaginés par l'écrivain. Ça, c'est le mage, le battleur, premier arcane. Mais tout ça, ça a lieu en fait, voilà, ça a lieu dans son roman. C'est des scènes du roman qui du coup vont être en correspondance directe avec l'énergie de chaque arcane, qui va nous montrer une des facettes, une des significations de chaque arcane en fait. Mais avec la touche de cet artiste, de cet écrivain. Via, en fait, à travers son imagination et son œuvre, son univers à lui. Donc là, c'est les arcanes mineurs. Ça, c'est les personnages de la cour. 5 d'épée, par exemple. Vous voyez. Là, on a le bâton, le 5. Ici, on voit la... Je sais pas comment on appelle d'ailleurs, et si quelqu'un peut me dire dans les commentaires le terme générique pour signifier les bâtons, les pentacles, les coupes ou les épées. Voilà. Donc tout ça avec des... Vous voyez les monstres imaginés par Lovecraft. Et donc... Je vais vous parler du deuxième jeu qui existe qu'en russe et en anglais, il me semble, parce que c'est
un spécialiste russe qui l'a créé et qui, en fait, qui est spécialiste des démons, en démonologie, en tout ce qui est charge négative, les ténèbres. Donc là, on a le main, on commence par le main. Donc c'est tout un système, c'est très compliqué à expliquer, mais je pourrais le faire si ça intéresse quelqu'un. C'est donc le tarot des ombres de Vera Sklarova, illustrateur Vassilchenko, et c'est tout un système en fait de... Ça c'est la messe noire par exemple, qui me permet voir quel est le vice, quelle est la charge négative, quel est le remède ou quel est le passé de la personne. Ça c'est l'arcane 20. Ici on a les correspondances. Mais sans les... Là, il y a la Kabbale, il y a aussi comme Crowley, on voit les planètes et les signes, on voit l'influence de l'exorcisme, l'étoile de Lucifer, par exemple. C'est le Verseau, là, je pense. L'arcane 17. Donc c'est l'étoile, c'est normal, c'est l'arcane du Verseau. Et on a le mal incarné, l'arcane 16. Donc on a toutes, c'est vraiment très complexe, donc il faut faire vraiment le sabbat des sorcières, l'arcane 13. Il faut vraiment faire une vidéo à part en fait pour que je vous explique tout son système. C'est carrément, c'est très très intéressant, très riche. Et dans les arcanes mineurs, on a tous les démons et toutes tous les procédés des sorcières et des sorcières plutôt noires, en fait, de tendance noire. Même si moi, j'ai pas de... Enfin, je ne divise pas la magie en blanche, noire, verte. Mais on peut quand même, pour simplifier les choses comme ça. Mais là, on a toutes les... On a tous les démons qui quasiment existent et les sorcières très connues de l'histoire, en fait. C'est passionnant. Et aussi des remèdes qu'on peut utiliser dans les rituels. C'est très très complet comme outil de sorcière. Tovia et le démon. Il y a aussi certaines Iov bibliques. Vous voyez, il y a des histoires de la Bible. Le Graal, le Sainte Graal. Par contre, là, on a l'influence chrétienne et exorciste dans ce jeu. Aussi, voilà, beaucoup de... En fait, tout ce qui existe dans l'ésotérisme, toute création, tout système, tout égrégore qui existe dans l'ésotérisme, on va retrouver dans ce jeu, en fait. Donc, qui va nous parler de toutes nos faiblesses, de toutes les traditions en magie quasiment ici. Parce qu'on a la magie occidentale, la magie slave, la spiritualité et, de la Kabbale et chrétienne. On a... Ça c'est abracadabra. On a
On a tout en fait. On a les civilisations aussi bien païennes que chrétiennes. On a tous les démons qui existent. On a toutes les histoires en fait. Les outils magiques, ésotériques. Bref, enfin. C'est sans fin. C'est sans fin. Mais il y a 78 lames quand même. Donc c'est pas non plus... Elle rentre dans la tradition du tarot par le nombre de lames, mais et par la signification quand même approximative, mais c'est vraiment un jeu à part. Une précision pour les tarots d'arc notamment, mais ça vaut pour tous les tarots, c'est que quand vous avez sur le dos l'image qui se lit que dans un sens, là en l'occurrence on le voit très bien, du coup l'auteur n'a pas prévu normalement que l'on tire ce jeu, ce tarot à l'envers. C'est-à-dire que on peut travailler qu'avec les lames droites, normalement, si nous avons le dos comme ça. Et je vous fais aussi, donc je vous montre les tarots érotiques que j'ai. Désolée pour le chat qui ne comprend pas en fait qu'on est en train de faire une vidéo et qui veut absolument s'allonger en fait comme d'habitude. Donc désolée pour la vue du derrière du chat. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'utilise les tarots érotiques. Qu'est-ce que ça veut dire et en fait, déjà, je voulais vous dire que en grec, eros, ça veut dire amour. Donc, ça veut dire le sentiment amoureux. Et, et érotique, la première définition du mot érotique, c'est celui qui traite de l'amour. Donc, tout ce qui traite de l'amour, c'est érotique. Et ensuite vient la définition on voit tout de suite et qu'on perçoit tout de suite maintenant quand on entend le mot érotisme ou érotique. C'est tout ce qui est relatif à la sexualité, à l'attraction sexuelle et physique entre deux individus. Mais tout d'abord, c'est dans le sens amour qu'il faut interpréter ce mot. Et les tarots érotiques notamment, je les utilise pour voir en fait la nature d'une disons pour prévoir la suite d'une rencontre, voir les points forts et les points faibles d'une relation entre deux personnes, une relation qui supposait être amoureuse. Et donc, c'est des tarots qui m'aident énormément au quotidien pour moi, les gens qui me consultent. Et je vais vous parler d'abord du tarot que j'utilise le plus de ces trois-là. C'est le tarot Manara. C'est le tarot qui a été créé par Milo Manara, donc un illustrateur et un ésotériste italien. C'est un jeu vraiment unique celui-là. Je vais vous montrer. En quoi il est unique, c'est que c'est le premier dans son genre en fait. C'est la première personne qui a osé créer un jeu pour les amoureux, un jeu qui nous parle des émotions, des sentiments et des désirs de manière assez crue, très dynamique, très vivante. Donc je vais vous montrer les arcanes majeurs de Manara. Je trouve que c'est un jeu qui... Vous voyez, il est bien utilisé
les bords commencent un petit peu à s'effilocher. C'est vraiment un jeu très sensuel qui va droit au but. Euh, qui parle des choses de manière très directe, je trouve, et très juste. Moi, je l'aime beaucoup parce que à chaque fois que je fais une consultation, une séance avec ce tarot, vous voyez, il n'y a pas que du sexe là-dedans. Il y a, il y a plein de facettes de d'une relation qui sont abordées et ça serait vraiment très réducteur de parler que de la sexualité avec le jeu, dans ce jeu-là. Il n'y a pas que ça, le diable par exemple. C'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est par les images sensuelles que l'auteur de ce tarot nous parle de mille nuances, de mille nuances de l'amour et de nos personnalités et de nos énergies et féminines, masculines, des dominations, des vices, des attentes, des émotions, des frustrations que nous avons. Elle est assez statique ici, la maison Dieu. On a, et ça c'est important pour les astrologues, comme Lorraine par exemple, c'est qu'on a la signification, la correspondance avec les planètes. Vous voyez, il se fabrique un énorme, gigantesque god. Ça c'est l'arcane numéro 1. Et donc on a les planètes et les signes. Les signes, nous les avons sur les arcanes mineurs, il me semble. Oui, on a les... Et ça, c'est donc les symboles pour signifier la terre, l'eau, le feu et... la terre, l'eau, le feu et l'air. J'ai oublié mon élément. Et donc là, on a le signe, la planète et l'élément. Là, on a l'élément air. Oui, c'est ça. Air. Là, on a l'élément feu, par exemple. 4 des bâtons, on peut dire ça. Si on traduit dans le langage du tarot classique. Donc, c'est un jeu très intéressant, cru et énormément parlant. Donc, du coup, comme je disais, je ne sais plus si j'ai terminé mon idée, ma pensée. C'est que à chaque fois que je l'utilise pour les couples, enfin pour une des deux personnes du couple qui s'adresse à moi, c'est jamais les deux qui vont me consulter. C'est toujours c'est assez flagrant. Les personnes qui me consultent pour qui je tire ce tarot pour les questions du couple, ils sont très étonnés par la justesse des descriptions et des prédictions. C'est vraiment impressionnant, mais il faut appréhender ce système. C'est pas si facile que ça parce que, même sans connaître quoi que ce soit en astrologie et en tarot, on peut comprendre ce que c'est que cette scène, bien évidemment. Et chaque scène va nous suggérer nos propres images, nos propres ressentis qui vont se traduire en prédiction. En fait, il y a pas, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même un système où si on veut vraiment comprendre ce que Manara lui-même voulait nous dire, il vaut mieux en fait acheter le livre qui parle de ce jeu, qui va nous expliquer pourquoi la correspondance des planètes.
pourquoi les images ont été choisies dans... Voilà. Je ne vais pas éterniser là-dessus, mais c'est vraiment un jeu qui me fascine. Le deuxième jeu, je l'ai reçu un cadeau de mon mari qui me l'a apporté de l'Italie. Donc c'est vraiment un jeu qui pour moi qui pour moi est précieux. Parce qu'un cadeau, parce que ça vient en plus de la patrie du personnage principal qui a inspiré ce jeu. C'est Giacomo Casanova qui est le héros principal du jeu et dont la vie va être relatée en fait. Là, je sais pas si je l'ai séparé. J'espère que je l'ai séparé. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est un arcane majeur et mineur. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce jeu? C'est que c'est Luca Raimondo qui l'a dessiné. Et c'est un récit passionnant de la vie de cet aventurier vénitien, Giacomo Casanova. Et à travers sa vie, on va connaître Venise. Et on va aussi, à travers ces lames, voir la vie de toute une époque, de lui, mais aussi de toute son époque, les images des lieux, des monuments, les images des mœurs de l'époque, les images c'est les mœurs non seulement de l'Italie, mais aussi de l'Europe du XVIIIe siècle, l'Europe libertaine, les libertaires, on peut dire comme on veut, mais c'était vachement plus rigolo que maintenant, je trouve. Parce que c'est une énergie de liberté, voilà, très verso en fait, très chouette. On a toute une histoire des masques et de leur signification sur ce jeu que je vais vous raconter si vous me laissez un petit mot dans les commentaires qui va voter pour l'explication détaillée de ce jeu. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que donc ça parle bien évidemment du carnaval, voilà, des masques. Il y a certains personnages qui vont avoir des masques, certains qui vont pas les avoir, et tout ça, ça a une signification majeure dans le jeu. Donc là, pour l'instant, je vous montre que les arcanes majeurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que vu que c'est à travers la vie et l'âme de Giacomo Casanova, c'est que le jeu est très yang, très masculin en fait. L'énergie très masculine s'en dégage. Donc c'est tout ce qui a... Enfin, là on peut comprendre. Moi, quand j'ai un homme... Enfin, quand c'est une femme qui me consulte pour savoir ce qu'un homme attend ou ce qu'il désire ou ce qu'il pense... et comment va être leur relation dans les mois à venir, quelles sont les perspectives. J'adore ici le diable. Et donc, c'est ce jeu-là que j'utilise pour, en fait, parce qu'il parle vraiment du point de vue masculin pour moi. C'est vraiment se mettre dans la peau d'un homme. Voilà. Bon, c'est un petit peu moins rigolo quand même, la réalité du XVIIIe siècle dans certains aspects, mais beaucoup plus rigolote et libre d'esprit dans d'autres. Donc voilà, ça c'est les arcanes mineurs. On va avoir les dessins partout, plus ou moins chastes, plus ou moins ouverts, plus ou moins qui nous parlent de plus ou moins des choses à chaque fois générales, très universelles, mais aussi très personnelles.
Voilà, donc moi je peux le regarder vraiment longtemps parce que c'est un jeu que j'aime, ça j'aime l'histoire, j'aime l'Italie, voilà la vie des hommes qui marquent l'histoire, que ça soit voilà dans le sens très individualiste comme Casanova, très arnaqueur un peu. euh, Très joueur, très aventurier, aussi bien que dans le sens historique du terme, des personnalités qui ont marqué l'histoire, parce que je suis persuadée que c'est par les personnalités individualistes, c'est-à-dire par des individus qu'on avance dans l'histoire, et pas du tout par les collectifs. C'est pas une communauté qui mène en fait un collectif ou une communauté qui mène vers les avancées et les changements et les choses marquantes dans l'histoire. Pour moi, c'est vraiment les individus qui nous inspirent et qui changent le monde. Donc ça, c'est un peu voilà, ce que je partage avec vous. C'est plus de l'ordre philosophique, mais bon, c'est... il faut bien parler de quelque chose. Et je trouve que c'est un jeu très inspirant en fait. Très inspirant, très masculin, très... en astrologie, je trouve que ça correspond bien au lion et au Verseau, aux deux opposés du cercle de zodiaque. Mais voilà, c'est très très... c'est très rêveur, très imaginaire. Et en même temps, d'une précision flagrante sur des monuments que vous reconnaîtrez tous si vous avez eu la chance de visiter Venise. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur votre faim. Pour ce jeu, si vous voulez une analyse vraiment détaillée avec tous les secrets du jeu, vous le laissez donc le nom de ce jeu qui est le tarot Casanova en commentaire. Le commentaire doit contenir au moins 5 mots, sinon c'est pas un commentaire. Et ça, je l'utilise très peu, mais je l'ai utilisé quelques fois. Et c'est un tarot qui s'appelle Tarot de la magie érotique de Laura Tuan. Tuan. Bref, ça s'écrit T-U-A-N. Et l'illustrateur, c'est Mauro De Luca. Et c'est pour moi, et pour tout le monde, c'est non seulement un outil divinatoire et psychologique qui vous parle des relations du couple, mais aussi c'est un outil magique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je vous montre l'esthétique de ce jeu, les arcanes majeurs. Le pape. Et je vais vous montrer pourquoi c'est un outil magique. Ça, c'est le diable. Il a trouvé voilà, quelque chose d'intéressant. Ça me fait penser à la divinité Pan, le Pan, le Kernun en mythologie celte. Donc ça, c'est la maison Dieu. Vous voyez l'aspect inattendu de quelqu'un qui va imposer quelque chose au moment le plus inattendu d'une vie. Bah, il est là. Voilà. Ça, c'est la mort. Donc les arcanes mineurs vont nous parler plus de la... Ça, c'est la roue de fortune. Les arcanes mineurs vont... en fait, par exemple, je vous montre
la 2 de Pentacle. Si je demande quel rituel il faut pour une réconciliation, une espèce de envoûtement léger, moi je fais pas d'envoûtement au sens propre, mais pour attirer l'homme de sa vie en fait pour une femme. Et si je tire la 2 de Pentacle, je sais que c'est la magie de la verveine qu'il faudra utiliser. Donc je dois utiliser dans mon rituel la verveine comme outil, voilà, comme accessoire. Et voilà de quoi ça parle en fait. C'est vraiment, c'est pour voir quel outil, quel accessoire, quel type de magie il me faut utiliser pour la magie d'amour, la magie amoureuse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce tarot, il est un petit peu plus féminin que Casanova. Les énergies sont plus subtiles et le spectre des émotions est très, très large aussi. Mais qu'il est un petit peu plus féminin parce que c'est vraiment plus, disons, plus édulcoré comme univers. Plus de ce qu'une femme s'attend à... Et les femmes sont beaucoup plus présentes en fait. Ça c'est la reine d'épée. Vous voyez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plus de l'imaginaire féminin en fait. Ça relève plus de l'imaginaire féminin. Et voilà, de ses rêves et de ses désirs. Voilà la poitrine de rêve. Il est marrant lui parce qu'il nous regarde juste en face en fait. Donc si vous voulez que je vous parle plus de ce tarot, là on a d'ailleurs les coupes. Donc comme je vous disais, c'est qu'il faut me laisser un commentaire avec le nom du tarot. C'est le tarot de la magie érotique. Et là on a les coupes. On a les coupes comme ça, les bâtons comme ça, avec le chiffre. Là, c'est les bâtons, les épées, les coupes et on a les pentacles ici. Voilà, le roi des pentacles par exemple. Je crois que c'est tout. C'était une vidéo hyper longue, peut-être un peu chiante pour certains et je ne sais pas si vous avez regardé jusqu'à la fin. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous ferai le détail sur le jeu que vous voudriez sans aucun souci parce que je peux parler du tarot et de la magie vraiment sans aucun problème. C'est de manière assez passionnée. Donc si vous avez la même passion, vous voulez savoir un petit peu plus sur les jeux que je possède, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous ferai également la vidéo sur mes oracles qui est une tradition différente du tarot et je ne les ai pas mis bien évidemment dans cette vidéo qui est déjà suffisamment longue. Je vous souhaite une très belle soirée.